Quels sont aujourd'hui les principaux enjeux pour un restaurant ? Cette histoire de marge, c'est quoi ? C'est comment je crée justement une carte rentable avec une marge qui tient la route. Comment on fait ? Quels sont les points clés ? La marge, c'est la base de notre métier. Moi, c'est quelque chose que je regarde. Il y en a une autre qu'on regarde, mais c'est autre chose, c'est la trésorerie. Ouais. Tous les jours, tu regardes ta trésorerie. Et c'est peut-être aussi grâce à cette fameuse trésorerie aujourd'hui que tu peux faire de la marge, parce que tu peux acheter peut-être en plus gros. La marge se décide avant le service, pas après. Et puis après, ça dépend quel produit tu as acheté. S'il faut le nettoyer et que tu enlèves beaucoup de gras, si tu l'achètes tant du kilo, c'est très joli, mais que tu as un nettoyage autour avant de l'envoyer, c'est de la perte. Nous, c'est un combat de tous les jours d'aller gagner plus. Négocier. Revoir tous les jours tes fournisseurs. Ouais. C'est de la négo. Tous les 2 mois, on révise les prix. Améliorer sa marge, ce n'est pas forcément travailler plus, c'est travailler plus juste. Ne triche pas, vas-y, parce qu'il faut faire de la vente additionnelle. Il faudra que tu vendes ton café, il faudra que tu vendes ton apéritif. C'est un vrai métier. C'est un marathon d'ouvrir un restaurant. Nous avons aujourd'hui Laurent du restaurant Le Prénom, derrière le micro de Ta Vie avec ton comptable. Bon, t'as l'air à l'aise, mais tu me disais quand même que c'était une première... tu savais pas trop où tu mettais les pieds, quoi. C'est exactement ça. En fait, j'ai dit, j'avais l'occasion de pouvoir regarder tes podcasts, mais j'ai dit non, je vais y aller jusqu'au bout, je vais voir ce que c'est. Et ouais, bon après tu sais mettre à l'aise, Olivier, donc ça me fait absolument pas peur. Alors en introduction justement, Laurent du Prénom, restaurant Le Prénom, bien connu de nos amis sablés, une institution du coin. Pourquoi je t'ai fait venir aujourd'hui ? Alors l'objectif du podcast T'as vu avec ton comptable, comme je le disais, c'est de partager des notions techniques de façon claire et pédagogique. Alors là, tu vas te dire, pourquoi je suis derrière le micro ? En effet, loin de moi l'idée de dénigrer ton métier, toi tu es restaurateur. C'est pas que c'est pas un sujet technique, et on va le voir, la notion de marge dans la restauration, qui est le sujet clé qu'on va aborder aujourd'hui sur l'épisode, est un point technique. Non, l'idée, je fais une petite digression là-dessus, c'est que le métier d'expert comptable, il est voué, comme d'autres avant peut-être, à se spécialiser de plus en plus. On le voit, les clients deviennent de plus en plus exigeants sur les conseils, et pour être un bon expert comptable, parce que historiquement, l'expert comptable, c'est un peu le médecin généraliste de l'entreprise. Tu vois, il connaît un peu toutes les maladies, tous les secteurs, machin. C'est quelque chose qui est encore vrai aujourd'hui, mais qui, à mon sens, sera de plus en plus compliqué à tenir dans le temps, parce que tout le monde devient, mine de rien, de plus en plus spécialiste. Et l'avenir, je pense, pour les experts comptables, passera en partie, pas que, mais par la spécialisation. Et la spécialisation sur le secteur de la restauration est une spécialisation qui nous intéresse. C'est un secteur sur lequel on est quand même assez présent au sein du cabinet Bell Eden. Et donc, je voulais faire un épisode avec un spécialiste de ce secteur. Donc, tu es là pour ça, pour justement partager des trucs et astuces et des bonnes pratiques à nos auditeurs et aux personnes qui font comme toi de la restauration ou qui auraient l'ambition de reprendre un resto un jour. Oui. Voilà. Ça te plaît le programme ? J'aime bien l'idée, ouais. Okay. J'aime bien l'idée. Donc l'idée, c'est d'aller justement traiter le sujet qu'on va présenter là dans la foulée en 4-5 sous-questions, tu vois. Et le sujet que j'avais mis sur la table pour toi, pour nous, pour nos auditeurs, c'est justement la réalité économique d'un restaurant, comment optimiser sa rentabilité et sa marge. Notion de marge brute. C'est ça. Ok. On a déjà commencé. Présente-toi en 2 mots. 2-3 phrases, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as fait avant, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, et puis après on embraye sur le sujet technique, ça te va ? Ouais. Allez, go. Écoute, aujourd'hui j'ai 48 ans, et puis j'ai commencé la restauration à l'âge de 15 ans en faisant un CAP, un BEP, un bac pro. J'ai une formation simple, efficace, et puis j'ai jamais quitté le truc. Je suis parti une 20aine d'années, j'ai fait ma formation au Sable d'Olonne, et puis je suis parti une 20aine d'années, je suis revenu avec des nouveaux projets. Et voilà, ma vie, elle est simple, efficace. C'est que je connais à peu près toutes les ficelles du métier, dans le sens où j'ai d'abord été de l'autre côté au piano et en cuisine. J'ai fait 20 ans de cuisine. Alors le piano, pour les néophytes, c'est pas la musique. Voilà, non, c'est le show. C'est la cuisine. Et en fait, ça a été mon premier métier. Et après, je suis passé de l'autre côté, en salle, quand j'ai eu ma première affaire, en fait. Et voilà, donc j'ai commencé tout en bas, je suis monté petit à petit. Et avant d'être patron, j'ai été responsable du froid, j'ai été responsable du chaud, j'ai été chef de partie, j'ai été chef, responsable d'une brasserie. Puis après, je me suis lancé.
Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Mais je me suis lancé dans mon premier restaurant en 2014. Donc oui, c'est ça, ça fait 11 ans maintenant. Et puis voilà, c'était une petite affaire avec un employé, 2 employés, 3 employés que j'ai revendu. Puis après, je passais à plus gros. Et puis quand je suis revenu au Sable d'Olonne, on a construit le prénom qui a été le plus gros bébé là. Voilà. Ok, bon, parcours mine de rien assez classique Oui. Dans la restauration. Je suis toujours super. resté dans ce métier-là par Mais contre. ça a l'avantage, c'est ce que j'allais te dire, vu que tu as toujours été dans ce métier, tu as dû commencer à avoir un peu d'expérience, voir C'est les ça. évolutions du métier. Alors justement, première question large pour commencer notre échange, quels sont aujourd'hui les principaux enjeux pour un restaurant? La question est très très large volontairement, mais voilà, quels sont les enjeux clés? Avant d'aller sur cette notion de marge, qui est un des enjeux clés forcément. Aujourd'hui, l'enjeu d'un restaurant, c'est déjà, si on ouvre un restaurant, c'est de gagner sa vie. Aujourd'hui, la passion, c'est bien, c'est beau. Mais si on ne gagne pas sa vie, on va vite perdre de la passion. Ce n'est pas que de la passion, la cuisine. Moi, j'entends souvent des gens, ils me disent « Ouais, nous, on adore cuisiner ». On est rentré aussi dans une ère où il y a beaucoup d'émissions culinaires à la télé. Et les gens, ils se disent « Mais ça, je sais faire, ça, je sais faire, ça, je sais faire. Je vais me lancer. » Pour toi, question subsidiaire, je m'écarte 2 secondes. Positif ou négatif, toutes ces émissions culinaires qui sont passées à la télé? Moi, honnêtement, je les suis pas toutes parce qu'il y en a beaucoup et puis j'ai pas vraiment le temps. Mais je trouve ça assez positif de faire aimer la restauration. C'est un métier pendant un moment qui était waouh, oh là là, mon fils il part dans la restauration, ma fille part dans la restauration. C'est dur comme métier, on ne verra plus. Donc non, faire aimer la restauration, faire aimer la cuisine et faire aimer le service, non, moi c'est quelque chose que je vois d'un bon œil. Après, j'ai vu des émissions qui m'ont... Voilà, il y a une vraie vie derrière. Il n'y a pas que cuisiner. Il y a une gestion à faire. Ok, donc mais ça, c'est le sujet du jour, de toute façon. Tu l'as dit, donc un enjeu clé, avant toute chose, c'est certes une passion, mais il faut gagner sa vie. Parce que sinon, c'est pas durable, c'est pas pérenne dans le temps. Clairement, la passion, moi, j'en ai des passions. Mais la restauration, c'est mon métier. Alors, j'aime mon métier, je l'adore. Mais j'ai d'autres passions à côté. Après, tu vois, c'est un conseil que je donne souvent aux porteurs de projets, aux créateurs d'entreprises. Je leur dis... ça va un peu à contresens, mais tu vas comprendre mon propos. Focalisez-vous justement sur le service client et la passion. La rentabilité viendra naturellement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand tu fais les choses avec passion, avec qualité, avec entrain, tu fais des choses de qualité, je me répète, et donc les gens sont prêts à payer potentiellement le bon prix pour ça. Alors c'est particulièrement vrai pour des métiers de service comme le nôtre, où entre guillemets c'est un service archi-premium, les gens vont payer du premium, et puis donc de facto, tu es rentable. Toi, il y a quand même une notion, et là, on va y aller direct dans le vif du sujet. Il y a une notion que tu mets quelque chose dans l'assiette, quelque chose qui a un coût. Et ça a beau être bien dressé et tout ça, si ton prix de revient de l'assiette, il est pharaonique, tu es sur des prix de marché final qui ne passent pas. Mais ouais, il y a le trio, en fait, dans la restauration. Moi, c'est ce que je dis souvent. Il y a un emplacement. Alors, des fois, il y en a même qui te disent le tiercé, c'est emplacement, emplacement, emplacement. Non, il y a un emplacement. Ça, c'est la règle de l'immobilier de base, mais en restauration, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a ce qu'on sert dans l'assiette, effectivement, aussi. Et puis, il y a l'accueil. Donc, c'est ça, en fait. Si on se gare facilement, mais que l'accueil n'est pas terrible, et que l'assiette n'est pas terrible. En fait, il y a 3 choses. Il y a 3 choses que tu viens de citer pour ton restaurant, enfin, pour les restaurants, mais qui est valable, en fait, pour toutes les entreprises. Mais oui. L'emplacement. En effet, que tu ailles chez le kiné, que tu ailles chez le comptable, que tu ailles chez le restaurateur, il faut avoir du parking, il faut avoir de l'accessibilité. Le maximum. Deuxième truc, l'assiette. L'assiette, en fait, c'est le cœur du métier. C'est ce que tu fais. C'est ça. Moi, ça va être sortir des bons conseils, faire des bons bilans, etc. Pour le kiné, ça va être bien faire son métier, résoudre la pathologie du patient. Deuxième point, donc voilà. Montrer qu'on connaît bien notre métier. Et la troisième chose, c'est l'accueil. Que ce soit l'accueil au prénom, que ce soit l'accueil chez Belle Eden ou que ce soit l'accueil chez le kiné, ça se travaille de la même manière. On a fait, d'ailleurs, je ne sais pas s'il sera sorti au moment de cet épisode, un épisode avec Fred Fiol, qui est un spécialiste de l'accueil client, notamment téléphonique. Alors, nous, toi, il y a aussi un accueil téléphonique. On en joue. On en joue un peu. Donc le triptyque gagnant, emplacement, ce qu'il y a dans l'assiette et l'accueil. Pour moi, c'est une évidence. C'est savoir... c'est pareil. Alors, dans l'assiette, il ne faut pas s'éparpiller. C'est peut-être tes questions à venir, je ne sais pas. Tout à fait. Mais effectivement, il faut avoir aussi une démarche simple, efficace, qu'on lit facilement. Il faut que le client, il lise ce qu'il a chez nous à l'Ardoise, parce que nous, on n'a pas de carte. S'il le lit facilement, il faut qu'il le lise aussi facilement dans l'assiette quand elle arrive. C'est ça, moi, mon but aujourd'hui. C'est de dire... Il faut qu'il y ait une cohérence. Exactement. C'est de dire, ah ouais, ok,
on a ça, on a ça, on a ça. C'est la première chose que mon client aujourd'hui veut retrouver dans son assiette. Donc voilà, aujourd'hui, qu'on soit dans de la crêperie, de la pizzeria, de la bistronomie, de la gastronomie, de la food street qui revient de plus en plus aujourd'hui, moi, je n'ai pas de problème avec aucun... Moi, je suis plus dans la bistronomie. Mais aujourd'hui, j'ai aucun problème avec les autres corps de métier. Il faut juste que... faut pas s'éparpiller. Ouais. Aujourd'hui, il ne faut pas s'éparpiller. Le gars qui fait pizza, des burgers, une ardoise du jour, plus de la gastronomie le week-end, je ne sais pas comment il fait. Quoi. Là, c'est quelque chose qui est complètement différent du commerce au sens vente de produits, où généralement on dit il faut de l'offre, il faut de la gamme, il faut un panel large. Hein. En restauration, et ça, je pense que les gens ont commencé à le comprendre en fait depuis grâce aux des années. émissions. Grâce aux émissions. C'est qu'en fait, tu te dis non mais attends, la carte là, elle fait 8 pages, c'est ça. Ça peut pas être du frais, ça peut pas être du maison, ça peut pas être tout bon quoi. Exactement. À l'inverse, plus la carte est courte, lisible, point intéressant aussi. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais pas forcément en tête. Hein, l'histoire Moi, je dis souvent à mes cuisiniers, faut que ton assiette elle soit droite. En fait, est-ce que je t'ai vendu une échine de cochon cuite en basse température? Le client, il veut voir l'échine au milieu de son assiette. Il y a un produit phare. Il y a des garnitures, il y a une sauce, mais il a pris un poisson, il a pris une échine, et ça, faut qu'on le voit tout de suite. Après, notre métier, il évolue énormément. Les gens, maintenant, ils veulent être dans un endroit où il y a de la décoration, où il y a des belles assiettes, où il y a de la belle vaisselle. Tout ça, c'est un plus. C'est l'expérience client, au sens large. C'est exactement ça. Aujourd'hui, il y a l'expérience des papilles, mais il y a l'expérience de où tu t'assois, ce que tu vois. C'est ça. Il veut pas... Il est prêt à être dans la gastronomie, à payer des prix sur des produits nobles. Il sait où il franchit la porte, il sait où il va. Après, quand il vient, je prends l'exemple du prénom, quand il vient au prénom, il sait qu'il va avoir du produit frais, parce qu'on ne travaille que du produit de marché. Il sait que c'est des choses qu'il peut acheter éventuellement en produits frais, du chou-fleur, du céleri, du cochon, du poulet. Il va pouvoir l'acheter en grande surface comme tout le monde, mais il n'a pas envie de le manger comme à la maison. Il a envie qu'il y ait le petit truc en plus. Et c'est ça notre boulot aujourd'hui. C'est ce que j'appelle la bistronomie. Yes, très clair. Tu sais quoi, je suis en train de réfléchir à ça, mais on avait un épisode qui est consacré en théorie à la marge en restauration. On va traiter ce sujet, mais je vois qu'il est compliqué de rester focalisé sur ce sujet avec toi, parce que tu es passionné de ton métier. J'ai plein de points sur lesquels j'ai envie de t'emmener également. On va peut-être faire tout ça d'une traite, mais revenons dans un premier temps sur cette histoire de marge. Cette histoire de marge, c'est quoi ? C'est comment je crée justement une carte rentable avec une marge qui tient la route. Alors, non seulement vis-à-vis du secteur, mais entre guillemets, le secteur, je m'en fous. C'est un indicateur. Ce que je veux, c'est être rentable avant tout pour moi. Comment on fait ? Quels sont les points clés ? Alors, spoiler alerte, j'ai travaillé vite fait mon épisode avec ChatGPT hier. Il m'a sorti des trucs incroyables. Et je vais te laisser t'exprimer sur ce sujet et voir où tu nous emmènes. Mais il y a de fortes chances que les conseils qu'on va distiller à nos auditeurs, il me les aura presque tous trouvés. Tu vois. Ouais, alors moi aussi, je ne vais pas te cacher que je travaille aussi avec ChatGPT aujourd'hui, mais ça, c'est un autre sujet aujourd'hui. Mais effectivement, la marge, c'est la base de notre métier. Moi, c'est quelque chose que je regarde toujours. Alors, il y en a une autre qu'on regarde, mais c'est autre chose, c'est la trésorerie. Ouais. Tous les jours, tu regardes ta trésorerie. Et c'est peut-être aussi grâce à cette fameuse trésorerie aujourd'hui que tu peux faire de la marge, parce que tu peux acheter peut-être en plus gros. Merci. C'est quelque chose que peu de chefs d'entreprise, même pas que dans la restauration, ont compris. Hein. C'est un cercle vicieux. Si tu n'as pas de renta, tu n'as pas de marge, tu n'as pas de trésor. Oui. Et si tu n'as pas de trésor, tu achètes mal. Et donc, si tu achètes mal, tu as moins de marge. Et c'est le cercle vicieux. Et il te l'a dit ça, Chat ? Ça, il me l'a pas dit. Tu vois, il sait pas tout encore. Ça, je l'ai parce que je l'ai en tête. Pourquoi ? Parce qu'en fait, sans trahir secret, quelqu'un qui est dans l'agroalimentaire, et quand je faisais les inventaires de stock chaque fin d'année, souvent j'avais un énorme stock de thon, en l'occurrence, parce qu'en fait, il y avait un coût à faire pour acheter du thon en grosse quantité. Sauf que pour ça, fallait avoir la trésor pour pouvoir payer les kilos de thon. C'est ça. Et voilà, et lui, il m'a expliqué tout ça. Il m'a dit non, mais là, je le touche à 3 € du kilo de moins ou un truc du genre. Il faut acheter ça, mais pour ça, il faut avoir la trésor. Aujourd'hui, effectivement, c'est tout un ensemble. Moi, les gens qui me disent waouh, mon établissement, il fait 500, 600, 700 000 euros de chiffre d'affaires. C'est très joli, c'est très beau, bravo. J'applaudis. Mais par contre, il faut voir si tu as une rentabilité. Il
faut voir à la fin ton résultat. C'est là que c'est le plus intéressant. Aujourd'hui, moi, si à la fin, il sort 5 000 euros, ça n'a aucun intérêt de faire 500 000. Donc oui, c'est la marge le plus intéressant. Et la marge, effectivement, dans la restauration, on dit souvent qu'il faut qu'elle se situe entre 65 et 75. Je vais pas te la prendre, je pense à peu près ça. Moi, c'est quelque chose qui est très, très important tous les ans. À la fin, quand je fais mon bilan, c'est le chiffre. Je le connais. Mais la marge, il faut vraiment qu'on le voit. C'est le comptable à la fin qui te le sortira. L'expert comptable, et qui te dira, voilà. Donc ça, moi, je regarde beaucoup ça. Après, où tu veux m'emmener, j'en sais rien, mais pour aller gagner 1 point, 2 points, 3 points de marge, faut travailler le produit. Non, pour travailler sur cette notion de marge, je vais justement t'indiquer les punchlines qu'il m'a indiqué ChatGPT. Premier truc, je suis d'accord, il m'a mis un plat rentable sur le papier. Non, pardon, ça c'est le deuxième, je le garde. La marge se décide avant le service, pas après. Évidemment. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Ça m'inspire où c'est effectivement, on va aller acheter un produit, et puis ce produit, il faut déjà se projeter, il faut le mettre dans ton assiette. Il faut que tu saches combien tu vas le vendre. Il faut que tu saches, voilà, c'est exactement ça. C'est avant de le cuisiner. Il faut que tu saches combien t'en mets dans l'assiette. Mais exactement. Entre le steak de 150 grammes et le steak de 175 parce que j'ai mal coupé le truc, la marge elle est complètement biaisée. Voilà, mais c'est exactement ça. Et puis après, ça dépend quel produit tu as acheté. S'il faut le nettoyer et que tu enlèves beaucoup de gras, si tu l'achètes tant du kilo, c'est très joli, mais que tu as un nettoyage autour avant de l'envoyer, c'est de la perte. Alors, tout ça, elle est là la marge. Tu viens de citer le deuxième truc. Un plat rentable sur le papier peut être déficitaire dans la vraie vie. Mais il me dit, en fait, il y a des trucs qui sont trop longs à produire ou trop dépendants d'un produit volatile en termes de prix, on en parlait tout à l'heure, ou trop d'erreurs et de pertes et de retours. C'est vrai que tu as ça d'ailleurs. Tu as encore des retours, parce que moi, renvoyer l'assiette, c'est un truc qui a dû m'arriver dans la vie, je sais pas, une fois. Et encore, une fois ou deux, je m'en souviens même pas. Jamais tu fais ça. Renvoyer une assiette, ça peut nous arriver sur une cuisson. Sur une cuisson, sur un plat peut-être pour certaines personnes, c'est pareil. Moi, j'ai plusieurs catégories d'âge. Je sais que mes petits anciens aiment beaucoup les plats chauds, très chauds. Nous, on n'en voit pas très chaud, parce que voilà. Et des fois, on va avoir ces personnes qui vont dire ah non ça. Mais par contre, non. Mais pour reprendre sur ce point-là avec cette notion de marge et cette renvoi d'assiette, un renvoi de viande mal cuite, c'est dramatique en termes de marge. Ah ben oui. C'est au revoir. Ben oui, parce qu'on est obligé de la redresser entièrement. Enfin, tout part. La viande, si la viande n'est pas cuite, il nous arrive de reprendre le morceau de viande, laisser l'assiette des personnes comme ça, là, sa garniture, si c'est un manque de cuisson. Mais si c'est une surcuisson, c'est fini. Et là, en interne, tu arrives à savoir d'où vient l'erreur ? Est-ce que c'est le cuisinier ? Ça peut arriver, ça peut être une coupe au dernier moment et le produit était dans le frigo. Donc effectivement, si tu as une cuisson bleue, c'est encore très froid dedans. Donc les gens, voilà, mais ça se répare. Après, une surcuisson, ça peut être aussi suivant la pièce je vais prendre le bœuf parce que c'est souvent là où il y a une cuisson, clairement. Mais la surcuisson peut, au fait, les gens n'ont pas vraiment la notion du saignant, du à point, du bleu et du bien cuit. Ils disent à point, mais en fin de compte, ils voulaient saignant et ils le disent vite, voilà. Ça peut être ça. Mais ça peut être aussi une erreur totalement d'un cuisinier qui vient d'en envoyer 100 ou 120 dans un service et puis voilà, il y en a une qui passe à côté. Ça arrive. On a, je crois, monsieur le comptable, que de temps en temps, on a le droit à une petite perte. Oui, mais de toute façon, clairement, c'est notre marge. Mais c'est ce que je veux dire. En fait, moi, la perte, les gratuits, tout ça, je m'en fiche un peu. En fait, ce que je regarde à la fin, c'est à combien tu atterris de marge. C'est exactement ça. Et après, tu mets le curseur où tu veux en disant, bah oui, j'ai eu un peu de perte, machin, ou j'ai fait un peu trop de gratuits, ou j'ai fait un peu de machin. Mais à un moment, tu peux pas... De toute façon, je te dis, pour la marge, si tu veux en faire, il faut travailler le produit. Il faut acheter en un peu plus gros. Faut pas acheter... Bon, moi, je suis un adepte du produit frais, mais si tu achètes demain 5 kilos de poireaux surgelés, coupés déjà, et que tu dois le cuire, tu as 5 kilos de poireaux surgelés. Point barre. Donc là, tu vas connaître exactement tes chiffres. Si tu travailles un produit frais, tu vas aller chez le maraîcher, tu vas prendre 5 kilos de poireaux. Bon, il va falloir peut-être le nettoyer, il y a un petit peu plus de boulot. Mais par contre, le maraîcher est tellement content de te voir. Sur les 5 kilos... il y a un petit kilo en plus. Et moi, ma marge, elle est là. C'est ce petit kilo en plus qui me fait rêver et qui me met un peu plus de goût dans mon produit qu'un produit qui est surgelé. J'ai rien contre, moi, ceux qui travaillent du surgelé. Mais ces gens-là, ils ne gèrent pas de marge. C'est comme ça, point barre. Ils coupent, voilà, la portion, tout est fait. Ils disent exactement, ils savent combien ils ont, mais ils ne vont pas gagner plus. Nous, c'est un combat de tous les jours d'aller gagner plus. Négocier.
négocier. Revoir tous les jours tes fournisseurs. Ça, je pense que ChatGPT a dû te le dire. Ouais. Voilà, c'est effectivement, oui, tu as des prix. On a des prix que les gens n'ont pas en grande surface et tout ça. Donc déjà, nous, on parle hors taxe. Des fois, les gens sont un peu étonnés, mais c'est notre métier de parler hors taxe. Et puis à côté, c'est de la négo. Ouais. C'est de la négo. C'est tous les jours, tous les jours. Moi, je ne m'arrête pas tous les... Bon, allez, je suis parti pour 6 mois. Le prix du beurre, il va être comme ça. Non, tous les 2 mois, on révise les prix. C'est notre métier aujourd'hui. C'est un peu usant quand même. Oui, c'est usant. Mais ça fait partie du truc. C'est des rendez-vous, tu arrives, tu as un fournisseur de produits laitiers, tu as un fournisseur de produits de viande, tu as un fournisseur de poissons. On n'en a pas 50 000 non plus. Hein. Ouais. Enfin, faut pas croire. Il faut pas multiplier les interlocuteurs. Ben ouais, voilà, c'est ça. Ouais, ça aussi, c'est hyper important. Ne pas multiplier les fournisseurs. Pareil, il n'a pas dit ChatGPT. Ouais, mais c'est hyper important. Ben oui, des fois, tu vas peut-être aller gratter le beurre un peu moins cher à côté, mais en fait, ta crème, elle est beaucoup plus chère. Ouais, moi, j'ai tendance... plats, le temps et tout ça, quoi. Moi, j'ai tendance à être fidèle à un fournisseur, même si des fois, on vient nous draguer. Hein. On sait que quand ton établissement fonctionne, tu as plus de commerciaux qui viennent te voir, qui ont envie de travailler avec toi. Et ils arrivent toujours avec un produit... d'appel. Ah ouais, le prix d'appel, il dit, en ce moment, j'ai ça à ce prix-là. Ok, très bien. Mais par contre... Il faut que tu me prennes tout ça. Ouais, ça, c'est un truc typique aussi C'est normal. Il te drague avec un produit et tu sais que ce produit-là, dans un restaurant qui fait ses produits frais, il s'en sert beaucoup. Donc, ils arrivent. C'est normal. C'est le jeu. Après, c'est l'expérience. Un point clé, une punchline numéro 3 que m'avait proposé le chat. Il m'a dit, et ça, c'est vrai que je le dis à chaque débrief de bilan, la marge ne se rattrape pas sur le volume, quoi. Et je dis à chaque fois, combien de fois j'ai dit, ah bah c'est super, et tu me l'avais annoncé quand tu es arrivé dans la pièce pour ton entretien de bilan, on a fait plus 10, plus 15%. Ouais, mais tu as fait moins 1% de marge. Ouais. Donc en fait, au final, non. En marge brute, en valeur, en euros, oui. Bah, tu as beau avoir fait plus 10, plus 15 de chiffre, tu atterris à la même chose. Voire même le pire du pire du pire, plus 5% de chiffre, moins 1% de marge, ce qui fait qu'au final, j'ai moins d'euros pour payer tout ce que j'ai à payer. On en revient à ce que tu as dit dès le début. C'est avant même d'acheter que tu calcules ta marge, en fait. C'est vraiment hyper important de savoir ton produit, comment tu l'achètes. Mais c'est sûr que c'est pas d'en avoir fait 10, 15 de plus qui vont te faire rattraper un point de marge. C'est pas vrai. Ça, c'est sûr. Alors justement, la question du milieu, qui était celle que j'avais préparée, c'était comment construire une carte et des formules rentables. Parce que c'est vrai que moi, c'était l'idée que j'avais eue justement en préparant cet épisode à l'origine. Toi, tu as une formule entrée plat dessert à l'ardoise, ou un plat dessert, ou un entrée plat. J'ai pas de carte. Oui, pardon. C'est ça, mais non, mais c'est ça. Oui. C'est comment construire une carte. Je l'entends. C'est beaucoup les restaurateurs. Ils disent qu'est-ce qu'on va faire au printemps. Déjà, ils arrivent à changer. Il y a eu des restaurants, c'était la même carte pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Aujourd'hui, si tu manges de la coquille Saint-Jacques toute l'année, c'est pas on pas est bien d'accord. Et aujourd'hui, la saisonnalité est vraiment mise en place dans quasiment, allez, je vais dire 95% des restaurants. Ils savent qu'il faut travailler avec de la saisonnalité. Mais ils vont travailler 3 mois, 4 mois cette carte-là et ils vont la changer 3 fois dans l'année. Nous, on est sur un autre défi. On change tous les jours l'ardoise. On n'a pas de carte. Par contre, c'est un énorme avantage. Parce que quand il y a un produit qui monte, qui descend, suivant la saisonnalité, je vais prendre la viande rouge, l'été, elle monte. C'est les grillades, c'est tout ça. Aujourd'hui, nous, on peut changer. Quand ça monte, on est à l'ardoise, on travaille le produit. Et là, voilà, ça, c'est hyper intéressant. Faire une ardoise, faire une carte, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Mais moi, c'est le matin que ça se joue. J'ai des gens qui m'appellent et qui me disent « Laurent, il y a quoi à manger demain ?» C'est demain matin que ça va jouer. C'est aux courses demain matin à 6h30, à 7h que ça va jouer. Qui c'est qui s'occupe des courses Moi. C'est toi en direct? Ça aussi, c'est là qu'on gratte les points de marge. C'est le patron. Enfin, pour moi, c'est le patron qui achète. Je fais confiance en mes chefs. J'ai un responsable de salle, un responsable de cuisine qui a des responsables dans chaque poste. Ils m'orientent. On aimerait ça, on aimerait ça. Mais moi, si demain j'arrive et puis qu'on me dit, en ce moment, tu vois, tu as ton chef, il t'a demandé, je sais pas, du choucal ou des choux de Bruxelles. Mais en ce moment, on a une surproduction de chou-fleur, ce qu'il y a en ce moment, parce que le temps est doux et on voit que les chou-fleurs, c'est moins cher. Tu l'achètes à rien. Aujourd'hui, c'est là-dessus qu'on va faire notre marge. Moi, s'il m'a mis ça, je dis, non, tu vas prendre du chou-fleur. Tu vas travailler le chou-fleur. Tu vas réussir à le sublimer. Et on va le sublimer. Et puis moi, je ne suis pas fixé à mettre un choucal ou un chou de Bruxelles ou un chou blanc dans une carte. C'est de l'ardoise. Je mets ce que je veux. C'est là aussi où on gagne. On gagne énormément. C'est pour ça. Et s'il y a de temps en temps des produits où ils ont une promo, où ils ont une surproduction, nous, on s'engouffre là et c'est là qu'on va récupérer. Donc, la construction d'une carte, moi, je peux difficilement répondre à ta question parce que c'est pas ce que je sais faire le mieux.
Après, moi, je travaille à l'ardoise, au coup de cœur, au produit, l'odeur, j'adore. Ouais, je suis content le matin de me lever pour aller faire ça. Mais c'est le rôle d'un... C'est pour ça que c'est pas ma passion, mais j'adore ça. Ok. Et on en revient au début. Hein. Et les gens, ils se lassent de se lever tous les matins. Moi, j'adore ça. Ouais. Moi, je m'ambiance. Moi, je m'ambiance dans mon camion le matin d'aller faire les courses. Les gens, ils doivent me croiser, ils doivent dire, il est fou encore aujourd'hui, mais j'adore ça. Bon, après, pour rebondir là-dessus et enchaîner sur l'autre point qu'il m'avait proposé, moi, je m'ambiance à aller faire des débriefs bilan avec les clients. Hein. T'adores ça? Ah, ben j'adore ça. Mais c'est un super moment, même si des fois, c'est dur pour le client en face. Ouais, mais et en fait, j'aime même mieux, en fait, quand il y a tu vois, des enjeux, que ce soit des enjeux positifs ou négatifs. Tu mouilles la chemise, tu fais le truc, tu prends le truc à cœur avec passion. C'est exactement tu ça. fais tout ce que tu peux et voilà. Moi aujourd'hui, je fais énormément de devis. Hein, maintenant, on fait des devis sur les groupes, les assos, les anniversaires de mariage, des mariages. D'ailleurs, j'en ai 2-3 là en 2026. Mais tout le monde a un budget. Ouais. T'as beau écrire, dire, allez, on propose ça. La personne a envie d'aller vers quelque chose, on va l'écouter. Et après, le défi, c'est de rentrer dans le prix qu'ils ont, parce que c'est un budget aujourd'hui d'organiser un mariage, d'organiser un anniversaire, c'est un budget pour une association de dire la formule elle coûte tant, mais oui, mais nous on veut venir au prénom. Attends, on va démystifier un truc où vérité vraie ou fausse, machin. Tu gagnes mieux ta vie sur tes formules du midi, entrée, plat, dessert que tu envoies comme on vient d'en parler avant, ou tu gagnes mieux ta vie sur les séminaires et les choses négociées en devis comme ça? J'ai envie de dire le deuxième. Au final, j'ai envie de dire tout négocier avant un séminaire et tout ça. Après, il y a un enjeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... J'ai compris. Ouais. Aujourd'hui... tu peux pas te louper non plus sur le séminaire. Mais j'ai pas le droit de me louper et puis j'ai pas le droit de lui proposer un produit où je ne gère pas dans 3 mois son prix. Il va peut-être y avoir une super augmentation et là je dis waouh. En fait, c'est plus rentable si c'est bien géré, bien maîtrisé. C'est ça. En fait, sur le papier, normalement, je vais mieux gagner ma vie sur un devis, mais par contre, j'ai intérêt de bien marquer ce que je propose comme produit, parce que si j'ai une augmentation dans les 3 mois et que derrière je perds la marge. C'est encore une fois, on se rapproche sur une notion de gestion de patrimoine. Ça va peut-être t'étonner ce que je vais te dire, mais c'est complètement en lien. En fait, le rendement, la renta, ce que tu gagnes, doit être complètement corrélé au risque. Et en fait, c'est un petit peu plus risqué pour toi, ce groupe, pour la fluctuation du prix du sous-jacent. Sur le fait que tu as 50 personnes, il faut que les 50 soient bien servis, etc. C'est beaucoup plus engageant qu'un couple qui est là un midi de passage. Ouais. Et donc, vu que c'est plus risqué, plus tendu pour toi, il faut que ça soit plus rentable. C'est ça. Voilà. Mais ça, par contre, j'adore. Ça, c'est mon nouveau métier, ça. Les groupes, les devis et tout ça. Parce que on a l'avantage, nous, dans notre établissement, d'avoir une salle de séminaire. Yes. On a su la mettre beaucoup en avant dans les réseaux, par les réseaux. Et puis ça, c'est maintenant quelque chose qu'on nous demande régulièrement. On en a beaucoup. Donc c'est intéressant. Mais attention, tu rencontres d'autres personnes devant toi qui viennent négocier, qui sont des fois des patrons d'entreprise. C'est pas n'importe qui. Alors des fois, ils envoient leur secrétaire et tout ça. Mais à la fin, c'est le patron qui paye. Hein. Donc, c'est le patron qui viendra. Et ce patron-là a aussi l'habitude de gérer. Et il a l'habitude de manger dans plusieurs établissements. Donc, c'est hyper intéressant. On fait des devis. Chose qu'avant, on ne faisait pas beaucoup. Avant, on venait, on dit « Je veux faire mon anniversaire chez toi. Ça sera chez toi. » Aujourd'hui, on est en concurrence. Clairement, on est en concurrence. Mais comme dans tous les corps de métier. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est un appel d'offres, mais c'est un peu ça. Et on a intérêt d'avoir la bonne offre au bon moment. Après, c'est la réputation qui fait que les gens nous font confiance ou voilà. Mais j'ai eu en 2025, c'est la nouveauté que j'avais rarement eu. J'ai eu des groupes qui ne sont pas venus, qui ont refusé mon devis, qui m'ont dit on va ailleurs. Ouais, mais tu sais quoi, c'est ce que je dis. C'est le jeu. Non, mais puis dans plein de secteurs d'activité, je dis tant que tu n'as que du oui, tu fais du chiffre. Mais oui. Quand tu commences à avoir du non, que ce soit toi qui dises non ou que ce soit les clients qui refusent ton devis. Ça veut dire indirectement que tu as peut-être travaillé ta marge. Peut-être. C'est vrai. Et c'est pas grave. Enfin, je veux dire, c'est pas grave. C'est pas grave. Pour essayer de tenir le timing de l'épisode, je parle beaucoup, moi. Ouais. C'est pour ça que je me suis demandé est-ce qu'on va faire.
revenir sur cette histoire de présentation de bilan, c'est un reproche qui est souvent fait aux experts comptables, qu'on est les hommes du passé, on raconte l'histoire du bilan précédent, et puis en plus on le raconte 3 ou 4 mois après la clôture. Alors nous, on essaye déjà chez Bell Eden de sortir les bilans le plus rapidement possible après la clôture, dans les 2 mois si possible, pour avoir une vision contemporaine. Après, l'idée et le top du top, c'est d'aller chercher ce qu'on appelle du tableau de bord, pour justement avoir une vision... pas au jour le jour, mais au mois le mois, au trimestre de ces ratios dont on vient de parler, et notamment un deuxième ratio dont on n'a pas parlé, qui est le poids de la masse salariale sur le chiffre d'affaires. On a parlé de la marge brute, mais il y a le deuxième ratio quand même, c'est combien j'ai de gus pour sortir ce chiffre. Et donc ça, c'est un point 1. Toi, comment tu t'organises ? Est-ce que tu suis ça dans l'année ? Mon tableau de bord. C'est toi qui le fais ? Tous les mois. Tout seul ? Je suis aidé par mon comptable. Bien. Mais évidemment, oui, et puis plus qu'aider même. Mais j'ai un tableau de bord, j'ai un suivi. Une fois de plus, on voit là où on travaille. J'ai des mois qui sont plus et ou des mois où on fonctionne un peu moins. Moi, je suis un petit peu en retrait de la côte. Aujourd'hui, je travaille très très bien l'hiver. Parce que j'ai du parking, parce que c'est facile d'accès, et voilà. Ouais. Au printemps, un peu moins, parce que les sablés vont sur les terrasses, retournent voir la mer, retournent voir les bateaux. Puis l'été, ça refonctionne, parce qu'en fin de compte, ils laissent ça aux touristes. Et puis après, au mois de septembre, quand il fait encore beau et que les touristes sont partis, ils repartent un peu. J'ai 2-3 mois comme ça, le mois de juin, le mois de juillet, un peu moins bien, et le mois de septembre qui est aussi un peu moins bien. Après, d'après ce que tu me dis, là, tu bosses toute l'année. Mais on bosse toute l'année, parce que pour en revenir, un bilan, c'est annuel. Ouais. Enfin, il faut lisser. Après, moi, là où je reviens, où je rebondis ce que tu as parlé, on a des combats de tous les jours, la marge, on a des combats de tous les jours, la trésorerie, mais on a aussi la masse salariale. Aujourd'hui, la masse salariale, il y a une grosse évolution. Enfin, on a vu que malgré qu'on entend qu'on n'est jamais assez payé et tout ça, on a la masse salariale, mais c'est surtout les charges. Ouais. Aujourd'hui, un employé qui est payé, je ne sais pas, je vais dire 2 000 € net par mois, enfin, je ne veux pas faire peur, ou 1 500 € net par mois, voilà, il en coûte le double. Oui, alors ça c'est un problématique franco-français. Mais c'est là au-dessus. Moi, les salaires, je les compte chargés. Ouais, c'est la déperdition entre ce qu'on appelle le super brut et le net dans la poche. Et encore, le net dans la poche du salarié, il est des fois avant impôt sur le revenu. Ouais. Il y a une déperdition qui est. Mais moi, je rêve de tous les payer en brut. Ouais. C'est mon rêve de dire à votre salaire d'en haut, moi, j'aimerais vous le donner parce que vous le méritez. Mais on est taxé. Par contre, moi, je le paye. Et plus encore derrière. Ouais. Aujourd'hui, la masse salariale, c'est un combat aussi de tous les jours. Mais on en a tous les jours, mais dans tous les domaines. Mais alors, juste pour terminer là-dessus, parce que sinon notre épisode va s'échelonner sur 1 heure ou 2, tu as quand même un prix de marché. Je veux dire, un cuistot, ça vaut entre temps et temps aujourd'hui, et tu peux pas... L'expérience. Voilà, tu peux pas faire tout et n'importe quoi. Après, les charges, c'est pareil, hein, tu déclares. Le gros enjeu pour les restaurateurs, on est là pour donner du conseil aussi, c'est d'ajuster correctement ta masse salariale au volume que tu as envoyé. Alors il y a cette notion de planning et tout ça où c'est difficile de prédire le flux, mais il y a aussi les modulations de temps de travail qui permettent de dire, alors on peut pas faire tout et n'importe quoi, on peut pas dire au gars qui vient d'arriver, oh non mais désolé, il y a personne, tu rentres chez toi. Mais il y a vraiment un gros enjeu et nous on va travailler avec les équipes du social là-dessus pour accompagner les restaurateurs sur mettre un plan de modulation qui soit intelligent et pertinent pour aller améliorer ce ratio de charge de personnel sur le chiffre d'affaires et adapté au flux entrant. Mais bonne chance. J'ai envie de... Ça c'est le côté social, mais ça c'est très 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 dur. Aujourd'hui notre métier il a beaucoup changé post-Covid. Aujourd'hui travailler en coupure c'est compliqué. Ça veut dire quoi travailler en coupure ? C'est faire un service, tu viens le matin, tu fais ton service du midi, tu nettoies ta cuisine et là t'as pas débauché. Tu pars en coupure et tu rembauches le soir. Et rembaucher le soir aujourd'hui. C'est raide. Ouais. De toute façon, on le voit. Le métier de la restauration, il en veut de moins en moins. Ouais, tu as plein de primo-porteurs de projets ou de restaurateurs, de restaurateurs en 2e ou 3e affaire qui disent moi j'aime toujours le métier, mais par contre le soir c'est terminé. Soir et week-end c'est terminé. C'est souvent. On l'entend de plus en plus. Ouais. Moi, aujourd'hui, j'ai 2 établissements. On fait principalement les services du midi. Moi, ouvrir 7 jours sur 7, il n'y a pas de problème. Mon équipe me suit. Ils sont même capables de... Le dimanche, ça leur fait même pas peur. Ils viennent travailler le dimanche sans problème. Ce qu'ils veulent pas, c'est revenir le dimanche soir. Ils reviennent le vendredi soir et le samedi soir. Mais parce qu'ils savent que c'est là aussi où il y a des gens qui sont dans un bon mood. Ils ont envie de profiter de leur soirée. Ils sont bien au restaurant et tout ça. Il y a toujours une bonne ambiance. Mais chez moi, ils ont 5 soirées dans la semaine et ça,
Par contre, je peux pas venir leur dire allez, faut qu'on rebosse, on va faire le jeudi en plus. Ça, je perdrais mon équipe. Je la perdrais. Aujourd'hui, travailler en coupure, c'est dur. Ouais. Et même moi, en tant que patron, si je devais vraiment revoir parce que j'ai un problème, la trésor va moins bien, on est en train de descendre, j'irai pas chercher la solution d'ouvrir en plus le soir. J'irai chercher la solution ailleurs. Ça, c'est dur. Mais ça, c'est le côté social. Pour conclure, et je te vais te proposer la conclusion justement avec ma émise ChatGPT qui est pas mal, et tu nous termineras par 1 ou 2 conseils que tu donnerais à des primo-installants. La conclusion qu'il me mettait, tu vois, c'est améliorer sa marge. Ce n'est pas forcément travailler plus, c'est travailler plus juste. Et c'est ça, c'est juste à la fois au niveau de la matière, au niveau des achats, et juste également au niveau de l'effectif. C'est ça. Et l'autre truc, parce que je dis, mets-moi un truc en plus un peu marrant, il met, ce n'est pas tricher avec la qualité, c'est arrêter de tricher avec ses chiffres. Non, ouais, c'est pas tricher, faut pas tricher, faut être vrai. Moi, c'est dans mon domaine à moi, c'est ce que je dis, la bistronomie, c'est il y a la gastronomie qui est au-dessus, la bistronomie, c'est sa petite sœur. Et la gastronomie, c'est du produit noble. Et nous, on va acheter du produit frais, mais on va essayer de le rendre noble. Et on ne triche pas. On ne dit pas on a ça, on a ce produit-là, mais on va essayer. C'est pour ça que je rebondis sur ce que tu dis, c'est très bien. Il ne faut pas tricher avec le produit, il ne faut pas tricher avec les chiffres. Les chiffres, ils sont réels. Les gens savent qu'aujourd'hui, quand ils achètent 100 € de courses, ils n'ont même pas de viande, ils n'ont même pas de poisson encore. C'est très cher d'aller faire ces courses. À côté, venir au restaurant, si on vient un week-end chez moi, c'est 35 € la formule, c'est 70 quand tu es en couple. Si tu prends un apéritif, il y en a pour 100 €. C'est le chariot de course qui s'envole là, en un repas. Donc, il ne faut pas tricher. Il faut dire la vérité. Et puis, pour les primos, pour ceux qui veulent s'installer, moi, je suis toujours à fond derrière les gens. Moi, j'aime bien. J'en ai qui viennent me voir. J'ai des jeunes qui viennent me voir et me dire j'ai envie de m'installer et tout. Est-ce que tu as des bons conseils? Est-ce que tu crois que je sais lire un business plan? J'en ai fait un peu. Je lis les business plans et en fait, il ne faut pas dire waouh, c'est beau, c'est pas. Non, il faut leur dire la vérité. En fait, il faut dire la vérité. Ne triche pas. Et puis, vas-y, parce qu'il faut faire de la vente additionnelle. Il n'y a pas que ton produit derrière. Il faudra que tu vendes ton café. Il faudra que tu vendes ton apéritif. Il faudra que tu vendes ton verre de vin, s'il y a du vin ou de la boisson. Il ne faudra pas mettre une carafe d'eau dès qu'ils arrivent. Il ne faudra pas mettre une panière de pain dès qu'ils arrivent. C'est un vrai métier. Et c'est comme dans tous les domaines. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui font que... Mais c'est tous les jours. C'est un marathon. On ne l'arrête plus, Laurent. C'est un marathon d'ouvrir un restaurant. Merci beaucoup pour tous tes conseils. On a balayé quand même pas mal de choses, pas mal de petits conseils qui ont été distillés au fur et à mesure de cet épisode. Il y avait, c'est vrai, cette notion de vente additionnelle dont on n'a pas parlé, qui joue clairement, surtout que les produits, et notamment le café, c'est un produit à marge. T'imagines que tu es en train d'essayer de me faire résumer 33 ans d'expérience en une demi-heure. Je ne sais pas faire. Bon, je ne sais pas faire. En tout cas, si vous voulez des bons conseils justement sur le sujet qu'on vient d'aborder et le secteur qu'est la restauration, n'hésitez pas à contacter Laurent. Contactez également Belle Eden, on a un léger savoir-faire sur ce sujet-là. Merci beaucoup pour tout ça, c'était super intéressant, Laurent. Merci. J'espère que les auditeurs auront apprécié, j'espère que ça donnera peut-être là aussi, à l'instar des émissions télé, des vocations, parce que oui, il est possible d'être encore heureux et de gagner sa vie en restauration. Ah, tout clairement. À fait. Ah, tout à fait. Voilà. J'en suis persuadé. Merci pour votre fidélité. Pour les locaux et même les vacanciers qui viendraient au Sable, faites un tour au prénom. N'hésitez pas, venez nous voir. C'est simple, c'est efficace. 7 jours sur 7. Et en plus, il y a du parking. Et on se gare facilement. Merci à tous, bonne fin de journée. À bientôt. Salut Laurent. Salut, merci.